Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information dans ce journal ce soir. L'importante déclaration du président de la République sur le financement de 2000 milliards accordés à la Côte d'Ivoire par le FMI, un discours dans lequel le chef de l'État revient sur les mesures prises pour la croissance des recettes fiscales et également sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Le projet e-Parlement de l'Assemblée nationale lancé ce jour, c'est une politique pour la dématérialisation du travail parlementaire. Chaque député est désormais équipé d'une tablette pour transformer le processus de travail au sein de l'Assemblée nationale. Et actualité, depuis la Chine, le président Emmanuel Macron émet des appels à des pourparlers de paix en Ukraine. Un peu plus d'un an après le début de l'invasion lancée par Moscou, le président Xi Jinping, lui, sans engagement, plaide pour une reprise des discussions de paix le plus tôt possible. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a prononcé hier une déclaration importante au sujet du financement important de 2000 milliards de francs CFA, un montant exceptionnel accordé à la Côte d'Ivoire par le FMI, un discours qui s'est étendu aux questions de coopération Côte d'Ivoire-Chine et également à la croissance des recettes fiscales dans le pays, une déclaration que je vous propose à l'instant. Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, le Premier ministre vient de rentrer d'une mission en Chine, un forum comprenant les pays de l'Asie du Sud-Est, et je note avec satisfaction que ce forum qui a compris un certain nombre de grands pays émergents a fait l'objet d'invitations de deux premiers ministres, un premier ministre africain à la personne de M. Patrick Achille, Premier ministre de Côte d'Ivoire, et le Premier ministre du Royaume d'Espagne. Je voudrais donc exprimer toute ma fierté pour cette invitation et remercier le président Xi Jinping et le gouvernement chinois ainsi que le nouveau Premier ministre Li Qiang pour cette marque de considération. Le Premier ministre vient de nous faire un rapport détaillé sur ce séjour qui a vraiment permis de voir ce que la Chine a fait au cours des dernières décennies pour passer du statut d'un pays en développement à un pays émergent et même développé, deuxième puissance économique mondiale. Alors, Mesdames, Messieurs, je voudrais aussi vous indiquer, comme vous le savez, que les services du Fonds monétaire international viennent de donner suite à la demande de la Côte d'Ivoire d'augmenter le financement du programme qui a été conclu ici en mi-mars. Et ceci a été accepté et permettra d'avoir un accès au financement du Fonds monétaire de 4% de la quote-part et de mobiliser ainsi au cours des 3 prochaines années 3,6 milliards de dollars, soit plus de 2000 milliards de francs CFA. La conclusion positive des négociations et l'accès à ce niveau de financement, qui est le plus important pour les pays de notre zone, montre combien la qualité de la gestion économique et financière du pays inspire confiance à nos partenaires. Je voudrais donc féliciter Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour ces résultats exceptionnels. La conclusion de ce programme, avec un tel niveau de financement, exige de nous des efforts encore plus importants dans un certain nombre de domaines. Je voudrais aussi saluer la disponibilité et la réception faite par nos compatriotes pour les mesures difficiles qui ont été prises au cours de ces dernières années, ces derniers mois,
notamment en 2021 en 2022, en raison de la crise du Covid et bien sûr de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, je voudrais appeler le gouvernement à continuer encore avec plus de rigueur dans la gestion quotidienne des différents dossiers et aussi, bien évidemment, de la définition des politiques que nous élaborons ensemble. En d'autres termes, nous devons continuer à mettre en œuvre le programme que nous avons volontairement accepté et négocié avec le Fonds monétaire pour consolider la stabilité macroéconomique et renforcer le crédit que notre gestion inspire, non seulement aux agences de notation, aux institutions internationales, ainsi que, bien sûr, à nos compatriotes. C'est pourquoi je demande à M. le Premier ministre et ainsi à l'ensemble des ministres de strict respect d'un certain nombre de dispositions que je vais énumérer. Alors, d'abord, dorénavant, je demande qu'aucun projet de financement privé ne devrait être signé sans être validé préalablement par le Conseil présidentiel, qui veillera à son alignement sur les priorités sectorielles. En deuxième lieu, les membres du gouvernement devront recourir d'abord au financement classique des bailleurs de fonds à des conditions concessionnelles et au respect des règles budgétaires. Troisièmement, dans le cadre du suivi des entreprises publiques, un point devrait être soumis au Conseil présidentiel dans les plus brefs délais sur l'endettement de ces entreprises. Et par ailleurs, pour poursuivre nos actions de développement, l'amélioration de la mobilisation des recettes fiscales demeure évidemment une priorité. Et j'ai demandé au ministre du Budget d'accélérer ces propositions de réforme. Je demande donc à M. le Premier ministre de proposer un ensemble de réformes et d'actions à entreprendre d'ici le milieu de l'année au titre de la réforme fiscale. Tous les membres du gouvernement doivent contribuer à cette réflexion pour optimiser toutes les possibilités permettant d'augmenter les recettes fiscales à la hauteur du potentiel de notre économie. La Côte d'Ivoire est une économie véritablement en croissance positive et il n'est pas normal que le taux de prélèvement fiscal des recettes fiscales soit aussi bas. Donc, Monsieur le Premier ministre, je compte sur l'engagement de chacun d'entre vous pour améliorer les recettes fiscales dans notre pays. Pour terminer, je demande à Monsieur le Premier ministre de prendre les dispositions nécessaires pour le respect de l'ensemble des engagements que nous avons pris avec le Fonds monétaire international et les organisations internationales pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire et pour la crédibilité du gouvernement et de notre pays. Je terminerai, Monsieur le Premier ministre, en vous félicitant pour les résultats obtenus depuis que vous êtes en fonction et dire que vous avez un gouvernement qui fait du bon travail et je sais que les résultats que nous aurons en 2023 et les années à venir seront donc aussi impressionnants que ceux que nous avons réussi au cours des dernières années. Félicitations, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, et je suis très satisfait pour l'excellent travail qui est fait par ce gouvernement et je tenais à vous le dire. Je vous remercie. Et voilà, c'était la déclaration du chef de l'État, Alassane Ouattara, au sujet du financement important reçu par la Côte d'Ivoire du FMI, le Fonds monétaire international, qui accorde 2000 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Une déclaration dans laquelle le chef de l'État a également instruit le gouvernement
au respect des engagements économiques de la Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale est en pleine mutation technologique. Le président Adama Bictogo a lancé ce jour le projet e-Parlement. L'ambition, c'est de digitaliser l'administration de l'Assemblée nationale pour plus de dynamisme au cours des activités parlementaires. Chaque député est désormais doté d'une tablette numérique, nous dit Moussa Konaté. C'est un geste habituel pour Abel Bouti. Une fois présent à l'Assemblée nationale, le député d'Adzopé se rend dans ce bureau, composé de différents casiers portant le nom de chaque élu national, pour récupérer des documents qui lui sont destinés. On vient voir dans les casiers et on pense qu'il nous faut pour le travail. Très souvent, c'est les propositions de loi, les tests de loi à étudier en commission et aussi d'autres documents tels que les journaux d'information et autres. Cette pratique actuelle sera bientôt un souvenir. Les députés vont désormais recevoir les documents via le digital dans le cadre du e-Parlement. C'est un projet de digitalisation et de numérisation de tous les processus de travail à l'Assemblée nationale. C'est un projet qui a démarré en 2008 en Corée avec l'UIP et depuis l'avènement du président Adama Bictogo à la tête de l'institution a commencé à être mis en œuvre à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tout sera digitalisé à l'Assemblée nationale de sorte à permettre à chaque député, de là où il se trouve, d'avoir accès aux documents à l'Assemblée. Pour matérialiser ce projet, les députés reçoivent des tablettes. Cet appareil numérique leur servira d'outil de travail. Les assistants parlementaires ont bénéficié depuis bientôt 2 mois de moyens informatiques supplémentaires pour assumer leur travail, c'est-à-dire ordinateur et imprimante. Sur ce même aspect, ce matin encore, et en cohérence avec ces engagements, le président de notre Assemblée nous met à disposition des tablettes de productivité, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, pour notre travail. Et ce sont des tablettes de dernière génération. Monsieur le Président, vous avez souhaité que nous soyons une Assemblée digitalisée. Nous sommes, à partir de maintenant, à l'avant-garde de beaucoup de parlements africains. Notre Parlement devient un Parlement efficace, dynamique, capable de répondre à tous les défis. Du matériel informatique et numérique pour rendre efficaces les travaux des députés. Le président Adama Bictogo traduit ainsi en acte son ambition d'apporter plus de dynamisme dans les activités parlementaires. Il faut que le e-Parlement permette à tout Ivoirien d'avoir accès aux textes qui sont votés à l'Assemblée. Pour cela, il faut digitaliser l'Assemblée. Donc, c'est un moyen de rapprochement avec la population. C'est un moyen de rapprochement interdéputé, c'est-à-dire que la communication devient fluide, et c'est un moyen d'être présent sans être forcément physiquement présent. Donc, ça rejoint le principe du télétravail et ça rejoint le principe de l'efficacité. Le président de l'Assemblée nationale a entrepris la rénovation du site de l'Assemblée nationale, une initiative pour offrir de meilleures conditions de travail aux députés et au personnel. Et voilà une solution qui rend la tâche facile aux députés de l'Assemblée nationale qui, depuis lundi, ont entamé une session ordinaire, la session pour l'année 2023, une nouvelle année de travail après 3 mois de vacances parlementaires. C'est une période au cours de laquelle les représentants de la nation ont mené des activités de restitution et de diplomatie parlementaire hors des frontières ivoiriennes. Je vous laisse suivre le dossier politique de la semaine pour en savoir davantage. La séance est ouverte. C'est une cloche qui n'avait plus retenti dans l'hémicycle ivoirien depuis le 27 décembre 2022 jusqu'à ce 3 avril 2023. L'Assemblée nationale avait depuis cette date suspendu ses travaux à la faveur des vacances parlementaires. Une période qui intervient entre la clôture d'une session ordinaire écoulée et la prochaine session, au premier jour ouvrable du mois d'avril, selon l'article 94 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. La dernière cérémonie de clôture, les députés ivoiriens ont été invités par le président de l'Assemblée nationale à mettre à profit cette période pour instruire les populations sur les travaux de l'Assemblée nationale.
aux députés de très bonnes vacances, même si cette intercession est l'occasion pour nous d'aller vers nos populations pour leur rendre compte du travail accompli au cours de la session ordinaire qui vient de s'achever. Une instruction qui a rencontré un écho favorable dans la ville de Divo. Un après-midi du 25 mars 2023, guides religieux, chefs coutumiers, associations de jeunesse et partis politiques ont été conviés par le député Famoussa Koulibaly à une cérémonie de restitution des activités parlementaires. Avant même là, on ne disait pas que le mariage, c'était une union entre un homme et une femme. Maintenant, là, on a mis. Donc, ça veut dire, dans notre loi, là, mariage entre garçon, en tout cas, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. La dot était interdite. Aujourd'hui, quand tu fais la dot, il n'y a pas de problème. Mais la loi ne reconnaît pas non plus. Représentants de la nation entière, nos députés ont parcouru villes et hameaux pour partager l'information de l'Assemblée nationale à leur population. Ils veulent savoir comment est-ce qu'on vote les lois à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'intérêt parce que peu sont ceux qui savent ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc quand on a un temps de repos, on doit mettre ça en profit vraiment pour informer les populations et surtout la jeunesse. Nous votons des lois accommodantes, des lois qui vont dans le sens du bien-être de la population, et ces lois-là leur permettent, à travers le budget, d'être effectivement prises en charge dans le développement et au niveau social. Les députés de l'opposition ont aussi entretenu leur mandant sur les travaux de l'hémicycle. C'est le cas de l'honorable Diaoufoué du PDCI-RDA dans la commune de Yopougon. Vous savez, à Yopougon, très souvent, lorsqu'on fait les tournées, il y a une confusion qui existe entre le rôle du député et celui du maire. Donc il fallait aussi les éclairer en ce sens-là. Et parallèlement à ça, essayer de voir les solutions que nous avons essayé de placer au niveau de l'Assemblée, quelles lois nous avons votées. Mais si nous ne nous approchons pas de ces populations, ils auront l'impression que nous les avons abandonnées. Au groupe parlementaire du PPACI, c'est un séminaire bilan qui a ouvert ces périodes de pause. Une introspection que nous explique Hubert Oulaye. On fait un séminaire qui a été un séminaire bilan très instructif où nous avons balayé, n'est-ce pas, notre présence à la session dernière, nos interventions, nos travaux, nos succès, nos échecs aussi, n'est-ce pas, et où nous avons arrêté un certain nombre de résolutions pour plus d'efficacité à la prochaine session. Les séances de restitution des travaux de l'Assemblée nationale, un corps à corps député-population, vu d'un bon œil par certains parlementaires qui montrent tout l'intérêt de cette démarche de redevabilité des élus. Notre mandat n'est pas impératif, mais on est tenu de rendre compte, en quelque sorte, à notre population pour pouvoir respecter le pacte que nous avons signé entre nous et elle. Parce que en décidant d'être candidat aux élections, c'est parce qu'on a dit aux populations qu'on leur rendrait compte, qu'on allait les représenter valablement, qu'on allait faire porter leur message et qu'on ferait porter aussi le message de l'État à la base. Ces vacances de la représentation nationale étaient aussi l'occasion de donner du tonus à la diplomatie parlementaire. C'est un calendrier dense auquel des députés membres de l'Assemblée nationale prenaient part aux côtés du président Adama Bictogo ou seuls en tant que membres de commissions interparlementaires. J'ai dû assister à la 62e session de l'Assemblée paritaire EUACP, l'Assemblée dans laquelle j'ai assiégé avec certains membres du groupe EUACP. Une fois que les résolutions sont adoptées, elles sont transformées en traités qui vont être présentés au sein de notre Assemblée nationale pour être ratifiés. Malgré la suspension des travaux à l'Assemblée nationale, les portes de l'hémicycle sont restées ouvertes. Il y a une permanence qui est organisée et cette permanence-là est présidée très souvent par un vice-président avec un secrétaire de bureau pour toutes les questions d'urgence qui seront amenées à être traitées par l'Assemblée nationale dans cette période. À l'Assemblée nationale, les jours ouvrables ont depuis ce lundi retrouvé leur rythme intense avec
l'ouverture solennelle de la session ordinaire 2023. Une quinzaine de textes sur le bureau à examiner. C'est un grand chantier qu'entament encore nos députés élus de la nation. Et voilà, résumé, les activités des représentants de la nation au cours des vacances de l'Assemblée nationale, les vacances parlementaires. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, la députée Mariam Traoré, elle participe au conseil municipal de Philadelphie, une session extraordinaire que rapporte Mamadou Kouassi. Session extraordinaire du conseil municipal de Philadelphie dans l'état de New York. Aujourd'hui, l'accent est mis sur le choix des candidats issus de la migration pour la future élection municipale. Une invitée spéciale à cette rencontre municipale, la députée de Tengrela, Mariam Traoré. Elle est venue s'inspirer de la gestion des équipes et surtout du modèle de désignation de candidats issus de la migration. La députée Mariam Traoré a saisi la tribune pour faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire. En Philadelphie, ici, il y a aussi le quota des femmes qui jouent. Et j'ai vu beaucoup de femmes conseillères municipales qui ont leurs projets, qui ont des idées et qui ont aussi eu l'intention d'aller dans mon pays, la Côte d'Ivoire, aller dans mon département, dans ma commune de Tengrela. L'année 2023, c'est l'année électorale en Philadelphie. Et j'ai vu que les femmes sont déterminées ici à être candidates. Elles ont exposé leur projet de candidature devant les conseillers municipaux ici. Et j'ai vu que ça ne fonctionne pas comme nous le faisons chez nous. L'équipe municipale de Philadelphie et la communauté ivoirienne, membres de ce conseil municipal, se réjouissent de la présence de la parlementaire ivoirienne à leur session. Je suis très honorée d'avoir reçu une dame aussi formidable que honorable Mariam Traoré. Elle est vraiment formidable. Nous voulons faire des partenariats avec eux, surtout aux côtés du coco et puis beaucoup d'import-export. Chaque mois, ici, il y a des réunions auxquelles nous assistons. Nous allons prendre toutes les informations et nous allons faire mains et pieds pour amener une grande délégation des Américains en Côte d'Ivoire. Donc nous allons organiser ça avec l'honorable député Traoré. Après la session municipale, la députée Mariam Traoré s'est retrouvée avec des associations féminines ivoiriennes de Philadelphie pour parler de cohésion et de paix entre elles, tout en insistant sur leur contribution à la construction de la Côte d'Ivoire. Nous parlons à présent de coopération parlementaire. Le partenariat France-Côte d'Ivoire s'exprime. La présidente de l'Assemblée nationale de France, Yaël Braun-Pivet, s'est rendue au centre de service civique de Bain-Brissot. Le centre fait partie des réalisations du projet de contrat du contrat de désendettement et de développement, le C2D, emploi jeune. Ahmed Traoré et Godefroy Kambawa reviennent sur cette visite. L'objet de cette visite est de s'imprégner des travaux effectués par le gouvernement ivoirien pour aider les jeunes déscolarisés à pouvoir s'insérer dans la société. La présidente de l'hémicycle français félicite les autorités ivoiriennes pour le travail abattu et dit sa fierté et son encouragement aux jeunes pensionnaires de ce centre. C'est très important que nous puissions aller à la rencontre de la jeunesse en particulier. J'ai été très impressionnée par ce que j'ai vu et par ce que j'ai entendu. Et on sent que vous avez des jeunes qui veulent réussir, qui veulent s'en sortir et qui aussi se sentent finalement pleins d'espoir sur leur vie de demain. Et c'est important, une jeunesse qui a de l'espoir. Cet office traduit clairement le principe de l'école de la deuxième chance. C'est une nouvelle chance qui est donnée donc à ces jeunes. Je voudrais donc saluer l'initiative. Nous avons donc pu écouter. Et ce que nous pouvons noter, c'est que ce centre permet donc de former, c'est important. Les jeunes ont besoin d'être formés, de créer la confiance en eux, mais surtout de créer la réinsertion. Le ministre Amadou Koulibaly, représentant le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a indiqué qu'au regard des résultats encourageants, le gouvernement a décidé du passage à l'échelle du service civique avec la construction de 14 centres, dont un centre dans chaque district. Le chef de l'État, en décrétant en 2023 année de la jeunesse, nous impose deux missions. La première mission, c'est de donner plus de visibilité à tout ce qui touche la jeunesse. L'instauration du service civique, par exemple, date depuis 2019.
mais très peu d'Ivoiriens le savaient. Et l'opportunité donc de cette année de la jeunesse nous permet de donner plus de visibilité. Le deuxième objectif, la deuxième mission, c'est de donner plus de dynamisme aux actions qui sont donc portées en faveur de la jeunesse. C'est dans ce cadre que le PJGouv a été instauré, donc le programme de la jeunesse du gouvernement. Et PJGouv qui ne se fait pas sans les jeunes, puisque une audition de plus de 300 associations de jeunes a permis de prendre en compte leurs préoccupations, et c'est tout cela qui s'est retrouvé donc dans le PJGouv. Inauguré le 7 décembre 2017, le centre de service civique de Bembresso est situé dans la commune de Songon, dans le district d'Abidjan, et a une capacité de 250 pensionnaires. Ce centre bâti sur une superficie de 2,5 hectares comporte des bâtiments à usage de dortoirs, des salles de classe, une infirmerie, un foyer polyvalent, un réfectoire, des maisons d'astreinte pour le chef du centre et le personnel d'encadrement militaire. À présent, un point sur les œuvres du mois du Ramadan, c'est le mois du partage. Et le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, apporte son soutien à la communauté musulmane. À Sakassou et à Bouaké, des dons en vivres ont été remis aux imams pour les fidèles musulmans les plus démunis. Kader Sogodogo. Mosquée principale de Sakassou, des sacs de riz et de sucre, des vivres offerts à la communauté musulmane pour les jeunes du Ramadan. Le don est du vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, et vise essentiellement les plus démunis. C'est en présence du directeur de cabinet, Emmanuel Aoutou, que le représentant du vice-président a remis le don à l'imam de Sakassou. Après la cité de Oualebo, Bouaké, chef-lieu de la région de Bouaké, l'imam principal de la ville, El Hadja Badiawari Touré, réceptionne à son tour le don. L'esprit reste le même. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a tenu à jouer sa part de solidarité à l'égard de ses congénères musulmans. Et depuis le début de cette semaine, il nous a demandé de sillonner un peu quelques villes du pays pour nous approcher de nos parents, surtout les plus démunis, pour leur offrir un peu de quoi soulager leur pénitence du Ramadan. Alors nous avons commencé par Abidjan, où nous avons rencontré le président de COSIM. Une joie pour les bénéficiaires. On veut rassurer au vice-président pour dire que nous avons bien reçu le don qu'il nous a apporté. Et ça nous va droit au cœur. Et l'insistance qui est dessus, c'est notre souhait même, les diminuer. C'est pour cela que nous sommes présents, pour que ces vivres-là, ça descend dans les bas quartiers et dans les différents cours. Après Sakassou et Bouaké dans le Bouaké, les émissaires du vice-président vont mettre le cap sur la région du Hambol. Le point sur la situation du coronavirus dans le pays. Ce 6 avril 2023, de nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés sur 167 prélèvements effectués. Également 2 cas de guérison enregistrés pour un total de 87 468 remissions enregistrées en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie. 5 cas restent encore actifs et en traitement. Et à cette date, au moins 27 411 359 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur le territoire ivoirien. Nous parlons sport à présent avec la Journée internationale du sport pour la promotion du développement et de la paix. Les forces vives de la ville de Dimbokro ont été invitées à célébrer cette journée par des activités telles que la marche sportive, le fitness ou encore un défilé des athlètes. Une cérémonie présidée par le préfet de région, Koulibaly Lamine. On le voit dans ce reportage de Sébastien Wogna et Jean-Sylvain Esso pour RTI Sport. Le mouvement sportif, dans son entièreté, a bravé la forte chaleur pour célébrer la Journée internationale du sport dans le département de Dimbokro. Ainsi, les athlètes et les acteurs du mouvement sportif ont dans un premier temps participé à une marche sportive d'une distance de 5 km, suivie du défilé de toutes les fédérations sportives, pour terminer avec le fitness.
Célébrer la journée internationale du sport fait célébrer quelque chose de très grand qui peut changer les mentalités, qui peut changer les politiques et qui peut amener un développement personnel de l'homme. Lorsqu'on nous dédie une journée dans l'année, au plan mondial, vraiment nous ne sommes que heureux. Nous devons d'abord montrer les valeurs du sport pour le bien-être de la population et aussi montrer les disciplines que nous avons au niveau de Dimbokro. Faire la promotion de ces disciplines pour que toute la jeunesse puisse s'impliquer dans cette pratique de sport. La déclaration du ministre des Sports sur la journée internationale du sport a été remise au préfet de région du Nzi, préfet du département de Dimbokro, le gouverneur Koulibaly Lamine. L'actualité en Éthiopie, le nouveau gouverneur civil de la transition a pris officiellement ses fonctions hier dans la capitale du Tigré. C'était une étape importante et attendue de l'application de l'accord de paix de Pretoria. Le nouveau président, conseiller politique du président sortant, va gouverner aux côtés de vice-présidents et d'un cabinet de 26 membres. Le précédent gouvernement régional n'était pas reconnu par le gouvernement fédéral. Il était en effet issu d'élections organisées en 2020 dans le Tigré, juste avant le début de la guerre, alors que le scrutin avait été reporté partout ailleurs dans la fédération en raison de la pandémie de Covid-19. Et nous partons en Chine où le président français tente d'emmener son homologue chinois sur un terrain d'entente sur le conflit ukrainien. Emmanuel Macron, en visite en Chine, a incité ce jeudi le président Xi Jinping à ramener la Russie à la raison vis-à-vis de l'Ukraine et l'a pressé de ne pas livrer d'armes à Moscou au cours d'un entretien à Pékin qui s'est conclu par des appels à des pourparlers de paix. Et si Pékin se dit officiellement neutre, Xi Jinping n'a jamais condamné l'invasion russe et n'a même pas parlé au téléphone jusqu'ici avec Volodymyr Zelensky. À l'inverse, il s'est rendu il y a peu à Moscou pour réaffirmer son partenariat avec le président russe. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur RTI1.